Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous propose une belle rencontre. Par une matinée enneigée, Annie de Groot m'a donné rendez-vous sur la Grand Place de Lille. Annie, c'est une comédienne, romancière et surtout une amoureuse de Lille. D'ailleurs, quand on lui pose la question de nous résumer sa ville de cœur en un mot, elle parle de Lille la magnifique. Et pour celles qui habitent désormais à Paris, revenir à Lille, c'est toujours une joie immense. Quand on arrive ici, on a quand même un effet waouh. Ah oui. Ah bah moi totalement. Chaque fois que je suis ici, j'ouvre les yeux, je regarde partout et je me dis c'est là, c'est là, c'est là. Et c'est magnifique, quoi. La vieille bourse, la déesse qui veille sur les Lillois, on dit cette déesse, fin 18e siècle. Des siècles qui donnent envie de devenir écrivain. Absolument, oui. Historien, écrivain, les Toi, deux. comment ça t'est venu ? Moi, quand j'étais toute petite, j'adorais raconter des histoires déjà. Et puis je me costumais, tout ça. Bon, les parents, ils étaient... Et puis ma mère m'a emmenée vers le théâtre parce qu'elle en faisait, conservatoire. Mais j'aimais écrire, j'aimais toujours raconter des histoires. Donc j'ai toujours eu des petites nouvelles, des contes, un journal. J'ai toujours écrit tout le temps. Et puis après, à force j'ai créé un atelier pour la jeunesse, je leur écrivais des pièces de théâtre, j'ai collaboré à des scénarios et puis voilà, et c'est arrivé de scénario à roman. Avec cette météo glaciale, Annie et moi décidons de nous mettre au chaud autour d'un petit café avec vue sur la Grand Place. Et nous allons découvrir avec Annie son enfance, sa carrière, mais aussi ses endroits favoris dans l'île qui l'inspirent pour ses romans. Est-ce que tu te rappelles les premières fois que tu es venue ici, la petite Annie? Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête à l'époque? Ah oui. Ben, la petite Annie, elle venait avec sa maman, souvent avant la rentrée des classes, et puis elle en finissait sur la Grand Place. Il y avait beaucoup de petites baraques avec, on appelait ça des petites saucisses. Et en fait, c'était un petit sandwich qui était grillé avec une saucisse à l'intérieur. C'était la grande spécialité lilloise. C'était presque des hot dogs. Oui, voilà, c'était déjà des hot dogs avant l'heure. On va découvrir que le hot dog est en fait une spécialité lilloise. Voilà. Mais tu as fait tes études aussi ici, non? Oui, bien sûr. Après, j'ai fait mes études lettres et anglais, et puis le conservatoire de Lille avec le théâtre a gagné. Donc voilà. Et après, je suis partie au bout de 3 ans. Vers Paris pour être comédienne, mais voilà, j'adorais écrire déjà. Et aujourd'hui, quand tu reviens ici, la Annie écrivaine qui s'intéresse à l'histoire, qu'est-ce que tu as découvert ensuite sur cette place, par exemple? Quand je suis revenue ici, je vois la magnifique vieille bourse, et là, j'ouvre les yeux et je me dis, mais d'où ça vient ? Quelle époque ça a été créé? C'est absolument fantastique. Et rien que sur cette place-ci, on a plus de 3 siècles. Alors, on a une architecture aussi qui est, pour certaines maisons, assez flamande. Oui, flamande, oui. Lille, alors ville flamande, ville quoi? Oui. Lille, ville flamande, ouais. Avant tout. D'ailleurs, Louis XIV s'est pas trompé en disant que Lille, c'était la capitale des Flandres. Et en fait, on dit parfois espagnol. Par exemple, parfois on dit que la vieille bourse est de type espagnol. Elle n'est pas de type espagnol, elle est de type flamand. Mais elle a été construite au moment des Espagnols. Mais comme les Espagnols étaient très loin, c'est plutôt les Flamands qui ont apporté beaucoup à l'Espagne. Tant pis, je suis chauvine là, mais bon. Mais c'est surtout les Espagnols qui ont Annie apporté. de Groot, c'est vrai que ton nom, il est quand même un tout petit peu flamand, non? Mais oui, ça veut dire le grand en flamand. Ouais. À quel moment tu t'es dit que la ville dans laquelle tu avais grandi, ça allait devenir aussi le décor de tes romans? Ça m'est venu presque naturellement. C'est-à-dire que j'avais écrit des spectacles pour la jeunesse, j'avais participé à des scénarios, et puis mon premier roman, qui ressort d'ailleurs aujourd'hui, qui est La Kermesse du Diable, il ressort au bout de 25 ans, c'est mon livre anniversaire qui m'a porté chance avec des prix. Et La Kermesse du Diable se passe à l'époque des XVIIe siècle. Et mon héroïne, au début, dans le premier chapitre, elle sort des Ursulines
Et puis c'est un jour de marché. Donc, les Ursulines, c'est quoi? Les Ursulines, c'était un couvent. Elle sort de là, elle est enfin libre. Enfin, elle croit, parce qu'elle va être mariée contre son gré. Mais elle découvre pour la première fois cette bourse, que nous on appelle la vieille bourse. Elle la découvre, elle trouve ça extraordinaire, magnifique. D'ailleurs, cette place, en fait, c'était une place où... Qu'est-ce qui s'y passe? Ça a été la grande place très très tôt de Lille. Donc on peut imaginer aussi, et c'était vrai, qu'il y avait au milieu une espèce de gibet, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelait la hour, c'est-à-dire où des gens étaient exposés. Ce qu'on fait parfois, nous, dans les foires, etc., on met les mains et on met la tête. Voilà, et bien eux avaient les mains et la tête. C'était pour de vrai? Oui, pour de vrai. Où est-ce que tu vas chercher toutes ces informations pour écrire tes romans? Chez les historiens, d'abord, dans les archives aussi. Et puis, je fais des repérages sur les lieux. Je vais avec un plan de Lille, par exemple, d'aujourd'hui, et un plan de Lille ou du XVIIe siècle, où, par exemple, ici, il y a déjà les murs de Vauban, au moment où Louis XIV a pris Lille. Et c'est drôle, d'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que quand Louis XIV s'est emparé de Lille, il s'est emparé avec d'Artagnan. Donc d'Artagnan était son chef des mousquetaires, et d'Artagnan, en fait, est resté beaucoup plus à Lille et dans la région que dans le Béarn, ou voilà, n'en déplaise à Dumas. Et donc... D'Artagnan était le gouverneur de Lille, après, la première fois que Lille est devenue française. Et puis il s'est disputé, il se querellait tout le temps avec Vauban, il ne s'entendait pas du tout. Et donc, sur un coup de tête, Vauban, parce que sur un coup de tête, d'Artagnan est parti. Et il a rejoint l'armée qui se battait contre la Hollande. Et l'année d'après, il s'est fait tuer. Voilà, il aurait mieux fait de rester à Lille, d'Artagnan. Mais normalement, il est enterré à Olin, dans la région du Nord, et donc on pense qu'il est enterré. Donc il y a un petit peu un mystère à la Dumas, là, quand même. Oui, donc ça c'est la légende. Il ne serait pas très loin d'ici, en fait. Oui, il ne serait pas très loin d'ici, finalement. Oui. Voilà. Ça c'est super intéressant aussi. Le Nord comme ils l'ont aimé, en fait, il n'y a pas que toi qui s'est inspiré du Nord. Je voulais justement... Il y a plein de gens super importants. Tu nous en donnes quelques-uns? Oui, alors bon, il y a Victor Hugo, Colette, Dickens, bien sûr, il y a des peintres, il y a Turner, Alors, il y a dedans, ça, le Nord comme ils l'ont aimé, ce sont des écrivains, des auteurs, des poètes et des peintres qui sont passés par le Nord et qui l'ont aimé. Et ça, c'est assez étonnant parce je crois qu'on a quelques belles surprises dedans, oui. Si vous souhaitez retrouver les références des livres d'Annie, rendez-vous sur notre site internet terredefrance.tv. La neige s'est un peu calmée, Annie me propose alors de s'éloigner du centre-ville de Lille pour un endroit un peu particulier. Nous voici à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est ici que nous attend Luc Benoît Brouard. Luc Benoît est maître verrier. Annie et lui se sont rencontrés grâce à une amie commune et elle s'est inspirée de lui et de son travail pour un de ses romans. Annie, c'était quoi cette idée de roman au départ? J'ai toujours adoré les vitraux. Et là, j'ai eu envie de le faire autour d'une famille dont le père est maître verrier. Donc, on est au XVe siècle. Et donc, j'ai voulu rencontrer Luc Benoît. Tu avais déjà vu son travail? Non. Enfin, j'avais vu, si, mais je ne savais pas que j'avais vu son travail, en fait. Et Luc Benoît, tu avais déjà entendu parler d'Annie? J'avais suivi parce que son papa était aussi, tout comme Annie, une personnalité de ma belle région, de cette région que j'aime tant, avec mon âme de flamand, parce que je suis un vrai flamand. Si je suis amené à beaucoup voyager dans le monde, c'est bien ici dans les Flandres que je trouve l'essence de la lumière, c'est la matière. Avoir été mis en lumière par un père maître verrier qui lui-même avait beaucoup œuvré dans la reconstruction, dans la création, dans l'art déco, et qui un jour a eu l'élégance de me laisser en pleine lumière. C'est super beau la façon dont tu en parles, mais en plus j'imagine du coup que Annie, toi, tu as dû être émerveillée par le personnage l'entendre aussi, parler. Voilà, absolument. Le père qui est le maître verrier a beaucoup de Luc Benoît, parce que vraiment, la façon dont il parle, la façon dont il communique cet art avec cette passion, et grâce à lui, il y a un enfant qui va justement s'éveiller. Et cet enfant, c'est grâce à toi aussi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé concrètement? Elle t'a posé des questions? Juste, elle m'a permis d'ouvrir cette face cachée du cœur, celle des artistes, la pudeur de l'artiste.
Si je sais dire des mots, je ne sais les écrire. Mais j'ai appris avec Annie à libérer le verbe pour essayer de titiller avec la belle lettre, celle des grands écrivains. Et Annie est un magnifique. Si nous sommes ici dans la chapelle de l'hôpital, c'est parce que Luc Benoist y a une de ses créations, une œuvre étonnante, contemporaine et qui prend toute sa place dans cette salle de recueillement. Yes. Et c'est là que ça prend tout son sens et toute Oui. la lumière. C'est une commande, c'est ça? Oui. Et c'était quoi la commande justement, la donnée de base? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le lieu était une salle de conseil d'administration. Le père Potvin, Thérèse Lebrun décident d'en faire un lieu œcuménique. On est ici à l'étage de consultation des enfants. C'est un lieu particulier, l'hôpital. C'est un lieu quelquefois de douleur, un peu difficile, ouais. De joie et de douleur. Ça peut être joie et douleur à la fois. Et il voulait un lieu très ouvert, donc un lieu œcuménique. Je lui dis, mais moi, il me faut un programme, écrivez un programme. Et c'est là que ça devient passionnant. Il dit, voilà, je vois une création contemporaine, non figurative, non abstraite, œcuménique et sans symbole religieux. Mais c'est possible non figuratif et non abstrait? Ben, voilà, alors c'est possible. La solution est là en fait. Alors je ne sais pas si c'est la solution, c'est une réponse. Ouais. Je pense que la vraie réponse, c'est la dimension métaphysique. Mais en tant qu'artiste, je me devais créer une œuvre physique, puisque le lieu existait. Et j'avais la contrainte du lieu, avec les pleins, les vides. Il fallait que je fasse des vides et les vides des pleins, des ombres colorées. Voilà, c'était et donner et garder l'intimité du lieu. Et donc, quoi de plus universel et quoi de plus œcuménique que la musique? Et oui, les notes de musique, ça parle à tout le monde. Alors tu vois, genre là, j'ai fait simple en fait. D'abord, j'ai tracé une ligne noire qui est au centre. Ouais. C'est le centre de la partition sur lequel j'ai juste posé 3 notes de musique. Do, Si, La. Le bleu, le do de la Torah, les premières écritures. Le Si du silence, le lieu, l'hôpital. Ouais. Et le La, de l'eau, de la, de l'âme. Mais aussi le La, qui est symbolisé ici par le diapason, puisque le diapason donne le La, qui accorde la voix, l'orchestre, l'instrument, et très certainement l'âme. On comprend pourquoi Annie est tombée sous les charmes de Luc Benoist, et c'est sur ces belles images que nous allons nous quitter. Si vous souhaitez revoir cette rencontre avec Annie et découvrir ses romans, vous connaissez le chemin, terredefrance.tv.